après chaque 2-3 slides, je vais essayer de vous poser aussi la question, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez bien compris, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lever la main et comme ça, je vous donnerai la parole ou à écrire dans le chat et je répondrai à votre question par la suite. Voilà pour ça. Donc là, voilà. Donc Sabine, ma collègue, anime la même formation, encore une fois en anglais. So for the English speaker, if you want to attend the one in English, it's now on another link, animated by my colleague Sabine. So just jump in another meeting because this one will be in French. Donc, sans plus attendre, on peut commencer avec une petite introduction. Donc, je vais vous présenter les objectifs du module. Bon, vous le savez, en tant qu'organisation, en tant qu'ONG, l'argent, c'est une composante qui est plus qu'indispensable et c'est vraiment le nerf de la guerre dans les projets. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois quelqu'un qui parle de la qualité du son. Est-ce que c'est bien, bof? Nous vous écoutons sans problème. Ok, c'est bien. Bon, c'est peut-être juste pour la personne, alors, qui a essayé de mettre des écouteurs ou de faire autrement, parce que j'ai l'impression que mon son est bon aussi. En tout cas, c'est ce que ça me dit ici. Du coup, l'argent, comme je vous le disais, le nerf de la guerre, indispensable pour réaliser les projets que vous réalisez, vous, dans vos pays, dans vos associations, dans vos ONG. Pour bien réaliser un projet, faut bien construire son budget. Et faut aussi bien le suivre. Voilà, il y a la partie au début montage du budget et après il y a la partie suivi. Donc c'est les deux composantes qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y aura deux objectifs principaux à cette session. Le premier, être capable de construire un budget de projet. Donc on va pas rentrer énormément dans les détails, mais on va voir voilà, de base comment vous pouvez construire un petit budget et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Donc quelque chose qui soit réaliste aussi et qui soit conforme. Et le deuxième objectif du module, c'est être capable d'assurer le suivi financier de son projet et donc d'assurer une transparence aussi vis-à-vis des partenaires financiers, des bailleurs, des gens qui vont vous donner cet argent ou prêter cet argent, etc. Hop, je passe à la slide suivante. Pardon, juste si vous voulez parler, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on ne s'interrompt pas, mais je ne sais pas, quelqu'un a pris la parole? Non, ok, c'était peut-être pas fait exprès. Voilà, donc juste pour le plan du module, comme je vous l'ai dit, séparé en deux sessions, la partie montage financier, donc création de budget, entre guillemets, et la deuxième, ce sera plus sur le suivi et la gestion financière. Je vais vous donner un peu des clés, moi aussi, avec mon expérience, quand je finance des projets, qu'est-ce que je vais attendre comme justificatif, qu'est-ce que je vais attendre comme suivi, etc. Et il y aura un peu des petits cas pratiques, en tout cas des questions à chaque fois. Donc, sans plus tarder, je jump sur la première partie. Voilà, donc au moment où on va essayer de... Pardon, au moment où on va essayer de monter son projet, va falloir monter la partie... va falloir penser évidemment aux activités. Et pour que ces activités soient réalisables, il faut un budget, il faut un certain nombre d'argent. Donc, la première étape là-dedans, ça va être d'identifier les ressources. Quand vous voulez créer un projet, vous allez devoir identifier des ressources et voir ces ressources, quelles que soient humaines, matérielles, etc., combien ça va vous coûter, comment vous allez pouvoir budgétiser ça, combien de personnes vont travailler sur le projet, combien d'achats vous allez devoir faire, etc. Donc, au début, on est sur un processus de projet assez classique. Donc, je vous ai remis un petit schéma que vous voyez à gauche avec un peu le cycle de construction d'un projet. Donc, au début, on a la partie identification des ressources et identification des besoins. Combien de personnes il nous faut, combien de matériel on va devoir acheter, combien d'activités, combien de formations on va devoir réaliser, et surtout combien de temps le projet va durer.
Une fois qu'on a ces informations, on peut planifier et commencer à monter son projet. Donc, pourquoi pas faire un cadre logique? On peut commencer à travailler un budget. Voilà. Comment en fait mettre en lien le nombre de personnes dont on a besoin et le nombre d'activités qu'on va faire et comment on va les faire avec vraiment un budget qu'on peut proposer à un financeur, etc. Si ensuite ce projet il est validé, vous allez pouvoir mettre en œuvre le projet. Donc le projet, pour rappel, surtout sur des projets de développement, ça a un début clair et une fin claire. C'est encadré dans le temps. Normalement, ça répond à une problématique centrale et ensuite à des sous-objectifs. Donc ça, c'est un peu le rappel d'un projet. Par exemple, si vous voulez former 50 agriculteurs sur une technique de développement durable, ça, c'est un objectif qui est spécifique. Par exemple, en un an, voilà, ça, c'est un objectif SMART qui est spécifique, qui est mesurable, atteignable, réalisable et qui est temporel. Comment vous allez le designer et ensuite vous allez le mettre en œuvre pendant un an. Et suite à ça, il y a la partie monitoring, donc c'est le quatrième carré, donc qui est le suivi en fait du projet. Ça, on va le voir juste après. Le monitoring, c'est pas tant la quatrième étape. En fait, le monitoring, ça se fait tout au long du projet. C'est important que ça soit financièrement, mais aussi sur les activités, de tout le temps se remettre en perspective le projet qui a été déposé, ce que vous avez accepté et proposé à votre financeur, à votre bailleur au début, et voir où vous en êtes actuellement. Donc ça, c'est un suivi régulier qu'il faut faire. Et la dernière partie, ce sera la phase d'évaluation. Évidemment, quand on finit un projet, on termine juste pas la dernière activité et ça s'arrête là. C'est important de recueillir les feedbacks, que ce soit de vos bénéficiaires, de vos partenaires. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Pourquoi pas faire de la capitalisation si vous avez développé une technique spécifique ou vous voulez mettre en valeur votre projet? Ça, c'est toujours bien apprécié par les bailleurs. Voilà. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment toutes les étapes du projet. Et la première étape, donc, c'est bien de planifier et donc d'identifier les ressources qui sont nécessaires. L'objectif, c'est d'avoir un budget qui est clair, précis et qui va traduire exactement toutes les activités prévues. Euh, Votre budget, il faut pas qu'il soit fait un peu à l'arrache, c'est-à-dire on va mettre 10 000 euros sur un chef de projet. Non, va falloir que vous sachiez combien de temps cette personne va dédier au projet. Est-ce que c'est 100% de son temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans votre association et c'est uniquement 20%? Et tout ça, ça va se budgétiser et tout ça, ça va devoir ensuite se justifier. Donc maintenant, on va voir comment on peut traduire ces activités en fait en budget un peu prévisionnel. Donc avant ça, je vais vous faire parler dans le chat et je voudrais voir avec vous si vous connaissez un peu les grandes catégories de ressources ou les grandes lignes budgétaires qu'on peut avoir dans un projet. Donc n'hésitez pas à écrire là dans le chat quand vous montez un projet, quels sont les postes de dépenses et du coup, quelles sont les grandes catégories que vous allez mettre. Tout à l'heure, je vous ai donné un peu des indices, mais ça serait bien que s'il y en a qui ont des idées, vous pouvez l'écrire dans le chat. Allez-y, hein, pas de mauvaises réponses. Euh, voilà. Par exemple, demain, je veux monter un projet. Qu'est-ce qu'il me faut comme ressources? Aussi bien matériel que autre. Ok, donc on nous dit le personnel, les ressources humaines, exactement. Donc ça, c'est un des premiers postes de dépense. D'ailleurs, c'est souvent le premier quand on monte un budget, c'est souvent la première catégorie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lancer? Il y en a pas mal d'autres. Pensez aux activités, pensez à des achats, etc. Euh, Excel, alors non, pas forcément. Excel, ça peut être Si vous devez acheter un abonnement Excel pour mieux gérer votre projet, oui, ça peut être inclus dans ce projet. En tout cas, c'est pas dans les postes de dépenses principales. Est-ce que vous avez d'autres idées?
Allez-y, hein, lancez-vous, n'hésitez pas. Sinon, c'est pas grave, je passe. Ok. Et bah, du coup, ouais, les ressources matérielles, exactement. Là, on nous dit les ressources humaines, les frais administratifs, oui. La communication, un poste important. Frais de fonctionnement, frais administratifs, équipement. Ouais, toutes ces réponses, c'est juste. Adrienne qui a mis ça dans le chat. Donc, bah, on va les voir un peu en. Je vais les passer rapidement. Je pense que ça va vous parler. Alors, donc la première qui a été citée, en effet, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est bah, le poste de dépense premier auquel on pense. Quand on gère un projet, on a besoin de quoi? Bah, on a besoin évidemment de personnes qui se chargent de ce projet. Donc les dépenses de ressources humaines, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les salaires, bah, c'est les salaires du personnel, que ce soit en local, international. Dans la catégorie ressources humaines, mais ça peut aussi être dans la catégorie activité, on peut avoir des honoraires de consultant. Donc une personne qui va par exemple faire deux formations pour le projet ou une personne qui va intervenir une fois par semaine auprès des bénéficiaires, etc. Et dans les ressources humaines, on peut aussi parfois mettre des frais de mission si la personne est amenée à se déplacer. Mais souvent, la partie transport est aussi intégrée dans les activités. Donc voilà, dans les ressources humaines, on a surtout du salaire de personnel. Ensuite, quelqu'un avait mis en gros l'achat de matériel. La deuxième ressource, c'est les équipements et les matériels. Si vous faites un projet où vous avez besoin de faire des investissements, ça va être une catégorie qui va être quand même assez normalement généreuse et importante dans votre budget. Ça peut être l'achat de fournitures de bureau, ça peut être l'achat ou la location, je sais pas, de matériel, ça peut être informatique, ça peut être un ordinateur, ça peut être des téléphones, ça peut être des véhicules. Mais aussi des équipements spécifiques qui sont liés au projet. Par exemple, vous faites un projet qui est plus axé sur la santé, vous allez avoir besoin de kits, par exemple, de kits médicaux, ou vous faites un projet plus axé sur l'agricole, vous allez avoir besoin de matériel agricole, etc. Donc, un peu dans l'ordre, d'abord les RH, ensuite on a la partie équipement et matériel qui vient et qui sont souvent voilà, les deux plus importantes. En troisième, on a les coûts directs. Donc les coûts directs et les activités, enfin les coûts directs, c'est souvent les coûts qui sont liés au projet au niveau, on va dire, du fonctionnement. Donc par exemple, le loyer, ça peut être l'électricité, l'eau, l'internet. En fait, tout ce qui est directement lié à vos frais de fonctionnement et qui vous permettent de bien mettre en place votre projet, donc avoir des bureaux, avoir de l'électricité, de l'eau, etc. Faire des entretiens, de la réparation, potentiellement une assurance. Voilà. Là, je vous donne vraiment un aperçu global. Évidemment que certains financeurs ne financent pas certaines dépenses, ça c'est aussi à garder en tête. Il y a des dépenses qui ne sont pas acceptées. Je ne sais pas, par exemple, une assurance, bah ça va être à votre frais. Bon, souvent, les bailleurs vont quand même accepter une partie du loyer, etc. Et, pardon, je reviens juste en arrière. Sur la partie coût direct, on a aussi les activités. Donc là, ça va être tout ce qui va être lié à, je sais pas, par exemple, à l'organisation de formations, de séminaires, d'ateliers, des déplacements, des missions terrain, la production de support. Voilà, tout ce qui est en lien direct avec vos activités que vous avez définies dans votre budget et dans votre cadre logique avant. Ensuite, il y a la partie communication et visibilité. Là, je rentre pas dans le détail, je pense que ça vous parle à tous. Donc, ça peut être une campagne de sensibilisation, des affiches, un tournage vidéo, des posts boostés sur les réseaux sociaux, des logos, des banderoles, etc. Et ensuite, on a les coûts de structure, coûts administratifs. Donc ça a été dit aussi deux fois dans le chat. Là, c'est plus des frais de si vous avez un siège de votre ONG,
bah, ça va permettre de couvrir. Souvent, c'est à hauteur de 5 à 12%, on va dire. Non, même peut-être 3 à 12% selon les bailleurs. C'est un pourcentage que vous allez pouvoir prendre sur le budget et qui vont vous servir à couvrir d'autres frais. Et souvent, ces frais, ils seront pas justifiables. Enfin, en fait, le bailleur ne va pas forcément vous demander de justifier ces frais parce que ça fait partie du fait que vous allez gérer le projet, donc vous prenez une part du montant de ce budget pour vous. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que pas tous ces frais sont présents dans tous les projets, toutes ces ressources. Et aussi, les bailleurs peuvent vraiment dire, bah, nous, on finance ceci, on finance pas cela, etc., etc. Voilà, et il y a aussi voilà, les coûts indirects, comme j'ai pu le dire. Ensuite, là, on passe sur la partie estimer ses ressources. Donc, maintenant qu'on sait un peu les grandes catégories, là, on a montré un budget très rapide avec les lignes spécifiques. Vous allez devoir estimer exactement ce que vous voulez faire dans votre projet et ça doit se répartir sur le budget. Donc là, par exemple, pour ce projet, on a un chargé de suivi et évaluation. En fait, pour toutes ces dépenses, comment on va les calculer? On va les calculer en unités, donc combien d'unités ça a. Donc par exemple, pour le chargé de suivi et évaluation, si notre projet est sur un an, l'unité, ça va être 12. Si le formateur il intervient que 5 fois, l'unité, ça va être 5. Si on imprime 100 flyers, l'unité, ça va être 100. Pardon, je me suis mélangé. Ça, c'est les quantités. L'unité, par exemple, pour le chargé de suivi évaluation, ça va être le nombre de mois, donc mois. Le formateur, ça va être le nombre d'interventions. L'impression de flyer, ça va être bah, la quantité flyer qui va être imprimée, etc. Ensuite, la quantité, donc ça peut être 12, comme je vous ai dit, 5, 100, etc. Et ça nous donne un coût unitaire euh, qu'on va multiplier pour avoir le total de notre dépense sur chaque ligne. Euh, donc c'est comme ça qu'on monte un budget. Là, je vous ai donné des exemples très spécifiques, mais on va voir après comment ce budget peut se répartir en grandes catégories. Donc par exemple, là, si vous liez les catégories que je vous ai montrées, par exemple, le chargé de suivi et évaluation, vous avez compris que ça va dans les ressources humaines. Le formateur, le traiteur et le transport en bus, ça va être dans la partie activité, donc mise en place des activités, etc. Et l'impression des flyers, si vous avez bien suivi, normalement, ça sera dans la partie communication et visibilité. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu les différentes catégories et comment ça peut se mettre et surtout comment on calcule. Donc si votre projet c'est sur 12 mois, le salaire, ça sera sur 12 mois. Si vous voulez faire l'impression de flyer et vous allez faire 3 événements et vous pensez que vous allez distribuer 50 événements par flyer, vous imprimez 150 flyers. Voilà, il faut vraiment le budget, le penser en fonction des activités. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire un bon budget. Est-ce que sur ces deux parties, enfin, cette petite intro, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main, poser des questions dans le chat. Là, c'est vraiment le début, donc allez-y, hein, n'hésitez pas. Et si c'est clair, sinon je passe juste à la suite. Ben, pas de questions, donc je passe à la suite. Du coup, quelqu'un a une question. François, oui, allez-y, si vous voulez. François, si vous voulez prendre la parole, je crois que vous avez levé la main. Sinon, posez la question dans le chat et j'y reviendrai juste après. Euh, Sur la partie cofinancement, là, je vous ai donné un exemple avant où il y a voilà, un bailleur qui vous finance votre projet. Donc, imaginons l'AFD ou l'Union européenne ou un fonds privé va vous financer un projet pour un an à hauteur de 100%. Voilà.
Il y a un autre cas de figure qui peut se présenter, c'est que vous allez avoir un financeur principal, donc un bailleur qui va vous dire, bah, moi, votre projet, il m'intéresse. Vous lui avez envoyé votre cas de logique, vous lui avez envoyé votre budget, mais il va vous dire, bah, moi, par contre, je peux financer que 80% de ce projet, ou je peux financer que 70%. Ou alors, il va vous dire, je veux bien financer si vous arrivez à trouver un autre cofinanceur qui va mettre 10%, etc. Donc, là, ça intervient le cofinancement. Le cofinancement, voilà, ça sert à compléter votre financement qui serait pas complet sur votre projet et à attribuer précisément combien chaque bailleur ou financeur va apporter au projet euh, pour que vous ayez en fait finalement 100% de votre financement. Vous pouvez avoir deux cas de figure, on va juste le voir après. Alors, pardon. Vous allez avoir un cas de figure où votre bailleur va vous dire, bah, moi, je finance 80% de votre projet et vous trouvez un autre financeur qui vous finance 20%. Vous trouvez un financeur qui vous finance 20%, vous avez 100%, c'est super. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir un budget commun pour ces deux bailleurs et voilà, que l'autre bailleur sache que vous allez travailler avec cet autre bailleur et qui va apporter 20%. Et voilà, vous avez un peu des discussions qui se font de cette façon. L'autre cas de figure qui peut se présenter, c'est que vous trouvez un cofinancement qui va vous dire, bah moi je peux vous financer que, par exemple, une activité et, le salaire du chargé de projet. Donc il ne va pas vous dire, moi je peux vous financer 20%, en revanche, vous allez devoir lui envoyer une proposition avec ce qu'il veut financer. Donc là, dans le cas actuel, une activité et le salaire du chargé de projet. Voilà, donc c'est à vous de jongler un peu avec ce dont vous avez du mal à vous faire financer. Par exemple, si vous trouvez un financeur et il vous dit, bah, moi, je ne peux pas vous financer le salaire de quelqu'un qui s'occupe de la communication, bah, peut-être que vous allez trouver un autre bailleur qui va pouvoir vous financer uniquement quelqu'un qui s'occupe de la communication. Donc voilà, trouver un cofinancement, c'est, voilà, faut toujours bien garder en tête le, le fait de rester ouvert à d'autres opportunités et du coup de trouver un cofinancement qui complétera votre subvention. Donc là, je vous donne un exemple. Donc par exemple, dans le première partie ressources humaines. Vous voyez, là, j'ai fait par grande catégorie. Grande catégorie 1, ressources humaines. Grande catégorie 2, activités. Dans la grande catégorie 1, vous voyez financement en euros. Tout à droite, vous voyez que le bailleur A prend, je ne sais plus exactement combien c'est, mais on va dire 60 à 70% des dépenses, et le bailleur B va prendre 40 à 30% des dépenses. Donc vous avez un budget à 100% qui est complété, parce que vous, sur votre prix total de 108 000 euros, il est complété par ces deux bailleurs. Donc là, c'est le cas parfait. Tout fonctionne très bien. Vous avez un bailleur qui vous finance à 60%, un bailleur qui vous finance à 40%. Dans l'activité numéro 2, vous avez un formateur externe. Imaginons que ce formateur, il intervient beaucoup, etc. Il prend 50 000 euros sur l'année. C'est énorme, hein, c'est vraiment des chiffres au hasard. Euh, Ce formateur, vous voyez que dans financement en euros, bailleur A, il n'est pas financé. Parce que notre bailleur A nous a dit, en fait, moi, je veux pas financer des formateurs externes. Moi, je peux financer des ressources humaines, des activités, etc. Mais je veux pas financer de consultants. Et vous, vous avez engendré des discussions avec votre bailleur B. Votre bailleur B vous a dit, pas de souci, moi, nous, on peut couvrir les 100% du formateur. Donc voilà, deux cas de figure. Dans ce même budget, vous avez un bailleur qui vous finance 70 à 30% sur quasi toutes vos activités. Et juste sur une ligne, il ne peut pas, mais l'autre bailleur peut compenser. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu un exemple de ces deux cas de figure. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, si vous le souhaitez. Je vais regarder s'il n'y a pas de questions dans le chat. Non, pas encore. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce si c'est clair pour vous, si j'ai pas besoin de revenir sur quelque chose? Ok.
Et juste avant de passer à la partie 2, est-ce que ça vous va si, pour ceux qui peuvent, vous activez vos caméras et je fais juste un petit screen de la session parce que voilà, c'est sympa d'avoir un souvenir de cette session et que je puisse un peu voir tout le monde avec la caméra. Si vous pouvez pas activer votre caméra, pas de souci, je comprends. Mais voilà, comme ça, je fais une petite capture de tout le monde pour avoir un souvenir de la session. Et on est plus de 26 personnes, donc merci beaucoup. Franchement, c'est trop bien. J'espère que pour l'instant, c'est assez clair. Alors, est-ce qu'il y a des caméras qui sont activées? Oui, super. Allez, je vais. Ok, très bien. Ok, je vais prendre la photo. Dans 3, 2, 1. Hop, c'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop, je vais l'enregistrer. Ah, il y a d'autres personnes qui ont mis. Hop, génial. Ok. Je l'enregistre. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir joué le jeu. Je repartage l'écran. Alors, comment je fais là? Tac. Ok. Là, normalement, vous revoyez mon écran, hein. Vous revoyez bien mon écran? Ouais, super. Très bien. On peut attaquer la partie 2 alors. Merci d'avoir joué le jeu des caméras. Donc, tac, partie 2. Alors, ça, j'arrive plus à passer. Juste une seconde. Ok, donc la partie 2 maintenant, on va voir euh, comment vous allez pouvoir suivre votre budget et puis un peu le tenir à jour, voir si vous êtes bien parti dans votre projet, voir comment vous pouvez le gérer. Donc, en gros, là, on part un peu du postulat que vous avez monté votre budget, vous avez des catégories qui sont claires. Catégorie 1, ressources humaines. Vous savez combien de personnes vont travailler, combien de mois, à quel salaire. Des activités, vous savez que, par exemple, vous allez faire 3 formations, que ça va nécessiter un coach externe, que ça va nécessiter du transport, que ça va nécessiter des repas, que ça va nécessiter potentiellement un per diem pour des jeunes, je sais pas, etc. Vous savez que vous allez devoir payer votre loyer et que ça va être pris en compte dans votre budget, que vous allez avoir des factures d'électricité, etc., etc. Vous avez envoyé ça à votre bailleur. Magnifique, il accepte. Vous commencez le projet. Maintenant, donc, c'est le temps de mettre en application et de suivre votre projet. Donc, alors, la première partie, c'est la suivi des dépenses. Donc, une fois que votre projet il est lancé, ce qui est important, c'est de suivre rigoureusement en fait vos dépenses, en enregistrant donc périodiquement toutes les transactions financières qui vont être liées au projet. Parce que vos bailleurs vont bien évidemment vous demander des comptes, des justificatifs de vos dépenses. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour vous et pour le bailleur de voir que vous suivez de façon régulière vos dépenses plutôt que vous attendez, je sais pas, 3 mois et que vous faites un bilan des 3 mois. Non, ça marche pas trop, ça. Je pense que ça marche pour personne. En 3 mois, il y a beaucoup de choses qui se passent, même en un mois. L'idéal, ça serait de suivre plus de façon hebdomadaire, donc toutes les semaines. Mais dites-moi dans le chat à quelle fréquence vous suivez vos dépenses pour vos projets. Est-ce que vous les suivez tous les jours? Est-ce que vous, je sais pas, une fois par semaine, vous avez un point d'équipe où vous suivez vos dépenses? Est-ce que s'il y en a qui travaillent justement dans plus la partie financière comme moi, est-ce que c'est quelque chose que vous faites de façon quotidienne, que vous faites de façon hebdomadaire, mensuelle? S'il y en a qui peuvent me dire dans le chat, comme ça j'ai à peu près une idée de comment vous fonctionnez.
Ou pas d'ailleurs, parce que ça se trouve, certaines personnes ne suivent pas le budget. Façon régulière, hebdomadaire, Sana, ok, très bien. De façon régulière, ok. Bon, c'est voilà, comme je l'ai dit, de façon régulière, c'est la clé. Alors, Adrien qui nous dit oui, pour nous, c'est par jour à l'aide d'un journal de caisse, par semaine pour tous les comptes. Ça, c'est très bien. De façon hebdomadaire, très bien. Annuel, ok. Ok, bon. Voilà, votre suivi budgétaire, vous pouvez le faire, on va dire, à travers plusieurs outils. C'est bien de le faire de façon hebdomadaire. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande toutes les semaines. C'est ce que je fais pour notre projet. Je le suis de façon hebdomadaire. Je garde un tableau de suivi qui est assez simple, mais qui permet de mettre à jour. Donc, nous, on a un logiciel comptable. Donc, en fait, moi, je vais toutes les semaines exporter les dépenses qu'on a fait sur notre projet et je vais les mettre dans un tableau Excel qui se met à jour tout seul pour voilà, avoir un peu toutes les semaines un état des lieux, combien en pourcentage, j'ai consommé de mon budget, quelles dépenses on a passé sur le budget, est-ce que les dépenses sont toutes bonnes, est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai pas vu passer qui sont un peu bizarres, etc. Euh, de faire ça, ça permet de suivre, parce que quand vous avez un projet de développement, donc vous êtes financé par un bailleur, l'objectif, c'est quand même de, de dépenser le maximum des frais, les maximums des fonds qui vous seront alloués ou qui vous seront donnés, quoi. Si vous déposez un budget de 100 000 euros et puis qu'à la fin du projet, vous avez dépensé 40 000 euros, bon, soit il y a un problème, soit vous avez eu un gros retard ou vous avez eu quelque chose qui est pas de votre ressort. Mais normalement, l'idéal, ça serait au moins de dépenser 80% de cet argent, parce que ça veut dire que vous avez bien monté votre projet, vous avez bien pensé vos activités, et aussi au niveau du bailleur, ça montre que vous avez bien euh, pu faire votre suivi, quoi. Euh, c'est important de dépenser aussi l'argent avant la date de la clôture parce qu'au bout d'un moment, votre bailleur va vous dire, bah, nous, on arrête de financer le 30 janvier. Donc, si toutes les dépenses qui passent après le 30 janvier, ça sera sur vos fonds à vous. Voilà. Et aussi d'éviter les dépenses inéligibles. Si votre bailleur vous dit, je ne finance pas euh, les consultants et que vous mettez un consultant dans le tableau de suivi, il va vous dire, bah non, on ne finance pas. Donc voilà, faut bien faire attention à ça aussi. Euh, pour toutes les dépenses, normalement, vous allez avoir des justificatifs qui vous seront demandés. C'est un peu la base pour pouvoir suivre. Voilà, souvent les bailleurs, c'est des bailleurs publics, c'est des États ou c'est des fonds, même des fonds privés. Ils vont évidemment vouloir savoir comment a été dépensé l'argent. Donc pour ça, il faut des justificatifs. Bon, je suppose que vous avez tous un peu l'habitude de ça, parce que même si on bosse pas avec des bailleurs et on a une association qui a des fonds propres, on garde quand même les justificatifs de dépenses, évidemment, pour voir comment l'argent a été dépensé, à quelle date, etc. Donc là, on peut faire un petit exercice rapidement, idem dans le chat. Euh, durant la première semaine du projet, imaginons vous êtes sur la première semaine du projet. Vous faites trois grandes activités. La première, c'est vous vous déplacez en bus pour acheter des fournitures pour votre projet. Vous avez un projet de formation, par exemple, vous vous déplacez en bus pour acheter des stylos, des papiers, plein de matériel qui va vous permettre de mener à bien vos formations. La première semaine, vous organisez un événement de lancement aussi dans vos locaux, où vous invitez des personnes pour expliquer le projet et voilà, vous faites venir potentiellement des partenaires, d'autres associations, etc. Et vous aussi, vous payez un imprimeur qui vous produit 100 flyers et du coup, ces 100 flyers, ils seront distribués à votre événement de lancement. Donc là, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, soit pour les trois, soit pour une seule, par exemple, si vous avez une idée, le type de justificatif que vous pourriez fournir pour les dépenses. Donc vous pouvez mettre par exemple bus de points, le justificatif, événement de points, le justificatif, flyer de points, le justificatif. Voilà, je veux voir un peu votre niveau de connaissance sur ça, comment
Euh, à votre avis, qu'est-ce que nous, en tant que bailleurs, on attendrait comme justificatif pour les déplacements en bus, le lancement de l'événement et l'imprimeur? Personne n'a une petite idée. Vous pouvez ou mettre juste un si vous voulez. Ok, les factures de dépenses, Daoulata. Alors, les factures de dépenses, oui. Ouais, ça c'est sûr. Pour être précis, du coup, les factures, par exemple, d'achat des fournitures pour la première catégorie. Euh, les justificatifs. Bon de commande plus facture. Bon de commande plus facture, c'est bien, surtout quand c'est des sommes assez importantes. Justificatif d'événement, devis facture, ouais, exactement. Si si on peut avoir un devis et une facture. Les reçus, ouais, reçus, ça va être notamment je pense, pour le déplacement en bus, par exemple. Voilà, quelqu'un nous dit ticket de bus. Abraham, exactement. Les reçus de dépenses. Bon, voilà, vous avez l'habitude, je pense, donc je passe rapidement. Tac. Du coup, c'est ça, hein. Pour le justificatif, pour le bus, le ticket de bus, justificatif de bus. Ou alors, je sais que dans certains pays, parfois, il n'y a pas forcément de ticket de bus où c'est un peu dur d'avoir un justificatif. Donc, vous pouvez aussi faire des quittances. Par exemple, si vous savez que votre chef de projet, il va se déplacer 10 fois, non, on va dire 15 fois dans le projet, et ben, vous pouvez faire une lettre qui stipule le fait que votre chef de projet va se déplacer 10 fois en bus et que du coup, vous lui donnez une somme en liquide, par exemple, je sais pas, euh, enfin une somme spécifique en liquide, vous pouvez lui faire signer, ça peut valoir comme justificatif. Euh, pour l'événement, ça peut être, ouais, en effet, les contrats, le devis, c'est bien d'avoir plusieurs devis quand vous faites des grosses sommes notamment. Ça peut être un contrat avec le prestataire, par exemple, si vous faites venir un photographe, si vous faites venir un restaurateur, un traiteur qui vous fait à manger pour l'événement et les factures, évidemment. Et pour l'imprimeur, kiff les factures. Il faut savoir que pour les sommes importantes, c'est ce que j'ai mis en bas à droite, il y a plusieurs justificatifs qui peuvent vous être demandés, hein. On va voir là après juste les différents justificatifs que, par exemple, nous, en tant que bailleurs, on demande à nos associations qu'on finance. Voilà. Mais normalement, ça, le bailleur vous le dit. C'est-à-dire, au moment du montage de projet, il va vous dire, OK, pour vos ressources, pour votre salarié, votre employé, on va demander le contrat de travail et chaque mois, les bulletins de salaire. Ou alors juste un bulletin de salaire. Pour les activités, on va demander un contrat avec votre prestataire et après une facture. Pour les achats, on va vous demander le ticket de caisse, etc., etc. Normalement, ça, c'est spécifié au début. Donc, je crois que c'est ce que j'ai mis. Alors, ouais, c'est ce que j'ai mis sur la slide, je pense, juste après. Mais du coup, c'est intéressant quand vous créez votre budget de mettre une colonne en plus à la fin de votre budget avec les justificatifs qui sont attendus. Comme ça, quand vous mettez à jour votre budget, vous avez en tête les justificatifs qui sont attendus. Vous savez exactement ce que vous attendez pour le budget. Euh, donc, quand on a des justificatifs, si vous avez tous les justificatifs, c'est très bien. Après, il faut juste qu'ils soient bien sauvegardés. Donc, pensez à les archiver systématiquement. D'où le fait de suivre ces dépenses régulièrement. Si vous, votre chef de projet, il se déplace toutes les semaines et qu'en fait, il archive ses tickets de bus une fois tous les 3 mois, potentiellement, il va perdre un ticket de bus. Potentiellement, il y en aura un qui sera effacé. Enfin, on ne sait pas. Donc, c'est important de le faire de façon régulière. Là, je vous ai mis des exemples, par exemple, de justificatifs qui sont conformes. Par exemple, là, c'est un ticket de bus pour aller à Djerba depuis Tunis. Voilà, il est conforme, on a le prix, on a la date, il est lisible.
Le deuxième, c'est un ticket de restaurant d'un déplacement à Rome. Idem, il est lisible, on voit la somme, le prix, le numéro de TVA, etc. À l'inverse, il y a d'autres dépenses qui sont pas conformes. Donc, par exemple, là, enfin d'autres justificatifs. Par exemple, là, c'est un ticket de restaurant, mais en fait, vous voyez que c'est illisible sur la première partie. Qui va réussir à lire un ticket comme ça? Donc ça, par exemple, c'est pas du tout recevable. Et la deuxième, c'est un état de paiement d'un salaire. Euh, Il n'y a pas de date. Euh, c'est pas encadré par un contrat. Donc pareil, ça, je pense que c'est pas très recevable pour les bailleurs. Et le problème, c'est que si c'est pas recevable, ça va un peu vous faire courir des risques parce que ces dépenses, elles vont passer en inéligible. Et du coup, c'est vous qui allez devoir payer avec vos fonds propres. Et si vous êtes une petite association ou même une grosse association, mais que vous n'avez pas forcément de fonds propres, donc des fonds qui vous appartiennent et qui ne sont pas donnés par des bailleurs externes, ça va être compliqué, ça risque de vous mettre dans le rouge. Donc voilà, bien faire attention à la lisibilité, la visibilité, et aussi à bien sauvegarder tout ça de façon récurrente. Hum, Est-ce que vous avez des questions ou pas? Sur les justificatifs, bon, normalement, c'est assez classique. Alors, euh, en avion, le boarding pass plus les reçus. Ouais, exactement. Là, j'ai pas mis d'exemple d'avion, mais exactement. Par exemple, l'avion, c'est un bon exemple où nous, pour les personnes qui nous financent, on se déplace dans le cadre de notre projet à l'international. On est obligé de garder le boarding pass, donc le boarding pass, comment? La carte d'embarquement en français pour prouver qu'on a bien voyagé. Parce qu'en fait, un ticket d'avion, on peut l'acheter, mais on peut acheter un billet d'avion, mais en fait, on peut acheter un billet d'avion, mais pas voyager. Donc, le boarding pass, la carte d'embarquement, c'est ce qui fait preuve. Donc, nous, on doit mettre notre ticket qui stipule le prix, plus notre boarding pass. Donc, c'est vraiment très important. C'est une des premières choses qu'on nous dit quand on rentre sur le projet. Gardez bien vos cartes d'embarquement pour vous faire rembourser tout ça sur votre projet, quoi. On va voir juste quelques bonnes pratiques. Là, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez indiquer dans votre budget ce qui est attendu. Là, je vous ai mis un screen de ce que nous, on peut attendre, par exemple. Tout en haut, on en a déjà parlé, par exemple, pour les salaires. Bah, nous, en pièce justificative, on peut attendre le contrat de travail, on peut attendre le bulletin de paye. Pour le loyer, si on prend tout en bas du tableau, bah, un loyer, c'est quelque chose de récurrent, donc c'est bien d'avoir le contrat, parce que ça stipule que votre asso, elle va payer un loyer de temps de votre monnaie locale tous les mois, et après, on peut demander une preuve de paiement ou une quittance, ou parfois juste le loyer, c'est suffisant. Et vous avez d'autres exemples, bah, les factures pour tous les achats de services, euh, pour les assurances, par exemple, ça peut être bah, le contrat d'assurance, etc., etc. Je crois que quelqu'un a levé la main. Youssouf, si vous voulez prendre la parole. Ou alors, c'est peut-être pas voulu. Je vais checker le chat aussi, voir ce qui se passe. Non, pas. Youssouf, est-ce que vous voulez prendre la parole? Non. Bon, je pense que ça doit être une erreur. Tac. Et dans les deux autres bonnes pratiques, c'est aussi à vous de vérifier, surtout aux personnes qui travaillent dans l'administratif et le financier, ou le chef de projet qui va ranger tout ça, de voir que les justificatifs qu'on vous fournit sont bons. Donc, que ce soit un devis des prestataires ou un ticket de bus, etc., vérifiez bien que ça correspond à la date, que la somme est bonne, puisqu'après cette somme, vous allez devoir la rentrer dans votre tableau Excel de suivi.
Voilà, bien vérifier les dates des justificatifs, que ce soit bien aussi dans le contrat. Si vous commencez votre contrat en avril et que vous avez des justificatifs qui datent de mars, bah, votre bailleur peut vous dire bah non, non, c'est pas du tout éligible parce que le contrat n'avait pas commencé. Je vous dis tout ça parce que moi, ça m'est arrivé avec des associations qui ont, sans le faire exprès, j'imagine, passé des justificatifs qui étaient en dehors des dates et malheureusement, nous, on ne peut pas accepter ce genre de justificatif. Euh, et voilà, comme je le disais, c'est bien de numériser et d'archiver. Si vous avez un scan ou alors un appli de scan sur votre téléphone ou quoi que ce soit, c'est quand même beaucoup mieux que de prendre une simple photo. Parce qu'une simple photo, comme je l'ai dit, ça peut être illisible, ça fait quand même pas très professionnel. Voilà, moi je conseille quand même le scan. Voilà, mais je pense que vous avez un peu l'habitude de tout ça. Bon, ça fait pas de mal des fois de l'entendre, surtout que vous pouvez voir un peu, nous par exemple, ce qu'on peut demander en justificatif. Bon, des fois on demande qu'un justificatif, hein, on demande pas, par exemple, je prends les salaires, on va pas demander, c'est rare qu'on demande les trois, on va demander le contrat de travail et le bulletin de paye. Pour des petites achats, parfois on demande uniquement une facture. On va pas demander de devis, on va pas demander de bon livraison ou quoi que ce soit. Euh, Régis, peut-être vous avez levé la main, je crois. Oui, merci, vraiment merci beaucoup pour cette belle formation très importante sur les aspects financiers avec les défis auxquels nous sommes confrontés au niveau de nos organisations. Et je pense que nous avons réussi à notre niveau à surmonter un certain nombre de défis par le biais de l'expérience dans la pratique de la Hmm. gestion. Et ma question, c'était de savoir et entre les procédures du bailleur et les procédures de l'organisation, quelles sont les procédures qui passent premièrement? Est-ce que, ma deuxième question, c'est de savoir, et lorsque nous sommes par exemple dans une zone, euh, par exemple, nous avons une zone rurale, nous intervenons sur les lits, euh, certaines des populations vulnérables et n'ont pas parfois des pièces d'identité et les prestataires non plus n'ont pas peut-être des justificatifs. Euh, Comment est-ce qu'on se prend? Est-ce qu'on peut faire, on peut tenter de faire des paiements avec des notes explicatives en titre d'exception? Oui, Voilà. Et ma dernière question, c'est de voir est-ce que un budget peut prévoir des imprévus? Parfois, il y en a qui autorisent, parfois qui n'autorisent pas. Donc, ce sont mes trois préoccupations. Merci. bien sûr, merci. Alors, je vais répondre à la 2 et à la 3 en premier, et après, je vous ferai répéter la 1 parce que je suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Mais pour la question 2 et 3, évidemment, enfin, normalement, un bailleur va s'adapter aussi au contexte local. Je sais que nous, par exemple, sur notre appel à projet, en dans les pays dans lesquels on intervient, que ce soit au Maroc, en Mauritanie, parfois on a du mal à obtenir certains justificatifs. Euh, le tout, c'est de se mettre d'accord avec le bailleur au début. Euh, Quand le bailleur va vous envoyer la liste des justificatifs qui sont à fournir, vous pouvez déjà être transparent avec lui et lui dire, bah, je pense que, par exemple, s'il vous demande des tickets de bus ou des justificatifs pour les taxis et que vous savez que dans votre pays, bah, vous pouvez pas en avoir, première chose à faire, c'est d'être transparent avec le bailleur et de trouver une autre solution. Nous, ce qu'on fait sur les dépenses, ce qu'on demande sur les dépenses où on ne peut pas avoir de justificatif. Par exemple, vous prenez un taxi, pas de moyen de savoir, enfin d'avoir un justificatif. Vous prenez un ticket de bus, pas de moyen. Vous payez un prestataire, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui n'a pas une carte d'identité ou qui n'a pas un statut, etc. Ça s'explique. Vous pouvez faire des per diem, en fait. Vous pouvez donner un certain nombre d'argent. Ça, voilà, pareil, il faut juste que le bailleur soit d'accord. Mais nous, par exemple, je sais qu'on va demander deux justificatifs pour des personnes, par exemple, si on paye un consultant et ben et c'est quelqu'un qui a pas forcément de statut, qui peut pas faire des factures, on va demander que l'association crée ces factures, fasse signer le consultant
et en plus créer par exemple un mini contrat en disant l'association X va mandater ce prestataire dans le cadre de ses formations pour qu'il intervienne 10 fois. Je dis n'importe quoi. Le consultant signe, l'association signe, et ensuite vous envoyez un reçu, et ce reçu dit l'association verse 10 000 MRU ou peu importe la monnaie. Et voilà, donc c'est un peu du déclaratif. Vous pouvez aussi faire des notes explicatives. Le bailleur peut vous demander de faire une note explicative en expliquant la situation que vous signez, et du coup, dans ce cas-là, c'est accepté. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Et je ne sais plus ce que c'était. Du coup, j'ai oublié les deux autres questions, pardon. Et merci beaucoup. Je suis satisfait vraiment sur cette question. La seconde là, était relative aux imprévus. Aux Oui, imprévus, voilà. oui, alors les imprévus, évidemment, enfin, voilà, faut que la création d'un budget et la partie financière, ça reste flexible. Déjà, il y a des imprévus, comme vous dites. Parfois, on peut pas faire des activités, parfois, on n'a pas le temps de les faire, parfois, il y a une personne qui quitte le projet, et en fait, on peut pas les faire, etc. Normalement, c'est assez flexible. Je vais pas répondre en détail parce qu'on va le voir juste après dans la partie actualisation. En fait, normalement, par exemple, si votre projet dure 1 an, il est possible que, par exemple, votre bailleur vous dise, tous les 3 mois, on veut recevoir une actualisation de budget. Du coup, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez dépensé, et vous vous projetez sur la suite et vous dites, non, en fait, là, je pense qu'on devait dépenser 6 000 euros sur cette ligne. En fait, je pense qu'on va en dépenser que 4 000. Et vous mettez à jour votre budget et vous l'expliquez à votre bailleur. En fait, les imprévus dans les projets de développement, il y en a tout le temps et c'est justifiable et il faut juste le justifier. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de problème sur ça. En tout cas, nous, à titre personnel, on va pas, évidemment pas, comment dire, sanctionner une association qui a pas pu mettre tout en place son projet, ou qui a pas dépensé assez d'argent, ou qui a changé un peu les lignes, par exemple, qui a dépensé un peu plus sur des consultants, mais un peu moins sur les activités. Voilà, on reste flexible. Mais ça encore, en fait, tout est discussion avec vos bailleurs et tout est justification. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Vous permettez, ma toute première question était Oui, relative aux procédures de gestion. Comme vous l'avez dit, dans les outils de gestion comptable, il y a des manières de procédure de gestion de l'organisation, mais il y a également les exigences spécifiques du bailleur également, qui font objet de la réglementation dans la gestion pour le bailleur. Et donc, généralement, ce sont les exigences contractuelles qui sont dans le MOU à la signature de la convention. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'on est en droit au niveau de l'organisation d'appliquer les procédures de gestion de l'organisation? De gestion financière? Oui, la manuel de procédure de gestion. Si par exemple, d'avance, nous avons soumis au bailleur notre manuel de procédure de gestion, est-ce qu'on est en droit de l'appliquer? Oui. Alors, je pense que vous êtes en... Oui, enfin, en fait, vous êtes en droit de l'appliquer, même si, enfin, si, en tout cas, ça va dans le sens de... Enfin, si ça respecte les exigences bailleurs. Moi, ce serait plutôt ça mon conseil, parce qu'en fait, quand... Voilà, un peu la contrepartie d'un bailleur qui vous donne l'argent, c'est quand même que faut se plier à ses exigences. Et, et en fait, le truc, c'est que ce bailleur a lui-même des exigences auprès potentiellement d'un autre bailleur qui va lui demander des comptes, et notamment, il va avoir des audits, etc. Donc, moi, je serais tenté de dire que le mieux, c'est de s'adapter aux exigences du bailleur, et en fait, que ces exigences bailleurs, ça devienne un peu vos, vos manuels de référence, quoi. Parce que normalement, un bailleur, il va vous demander beaucoup de justificatifs. Et si vous arrivez à faire ça sur vos autres projets et sur votre association en général, ça ne peut que vous aider, je pense. Donc, voilà, en tout cas, je pense qu'un bailleur, l'exigence bailleur prime sur un projet. Euh,
par rapport au cahier des charges classique de votre association, par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Et il y avait une autre question, je crois, de Daoulata, mais je suis pas sûr. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Donc, merci. je voulais juste intervenir par rapport au, au document à imprimer les justifs. Je voulais ajouter il est vraiment très important que lorsqu'on fait des dépenses, mieux vaut scanner, mettre sur une clé, soit un disque dur et sur son ordinateur pour les garder. Parce que c'est mieux comme ça, vraiment, c'est mieux que de les garder, par exemple, en papier. Euh, Souvent, on Oui. peut les perdre, comme vous l'avez dit. Et puis, vraiment, le mieux, dès que vous finissez votre activité, vous amenez les justifs, imprimez-les, scannez-les, mettez-les sur clé, mettez-les sur disque dur et sur l'ordinateur. C'est encore mieux. Yes, bah on est 100% d'accord. D'où le fait de suivre régulièrement les dépenses, parce qu'en les suivant régulièrement, vous Voilà, allez pouvoir archiver ces tout à fait. justificatifs. Merci pour l'intervention d'Aulata. Ok, bah, très bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Où du coup, là, on va plus parler de la partie conformité. On a déjà vu un peu cette partie avant avec voilà, la visibilité, la lisibilité des dépenses. Donc, comme je le disais, il faut bien vérifier que les dates et les factures, elles soient les mêmes sur les justificatifs et sur la facture, et que ça corresponde aux périodes d'éligibilité des subventions. Donc, que ça s'inscrive dans le cadre de vos projets, que ce soit ni avant ni après, parce que ça reste des dépenses qui peuvent passer inéligibles. Faut voilà, s'assurer aussi que les montants qui figurent sur les contrats ou les devis sont cohérents. Si vous avez deux justificatifs à fournir, et ben faut que les deux aient le même montant et les mêmes dates et parlent des mêmes choses. Et surtout, si vous avez des paiements qui sont échelonnés, donc par exemple, si vous devez payer en deux fois, ça c'est bien que ça soit mentionné sur le contrat ou sur la facture également. Voilà, et toujours encore une fois, enfin, respecter les clauses contractuelles, donc la prise en charge des frais annexes, par exemple les frais de mission, les transports, les per diem, et toujours apporter les justificatifs. Donc bon, là je me répète un peu, mais c'était pour bien que vous compreniez le tout. Donc là, on va passer plus sur la partie répartition budgétaire. Comme je vous l'ai dit, chaque dépense, elle est associée à une ligne budgétaire spécifique. Euh, Donc, on va reprendre les mêmes exemples que je vous ai donnés au début, donc le bus, l'événement de lancement et la facture. Là, pour les trois lignes, vous avez par exemple la première, si on prend la première, quittance de bus déplacement. Donc, disons que là, on est en euros sur la devise du projet, donc vous avez pris le bus, c'est 15 euros. J'ai rajouté une colonne, la colonne du milieu, la nom de la pièce, c'est intéressant parce que, comme l'a dit. Comme l'a dit Daoulata, c'est intéressant, enfin, c'est bien de scanner vos documents. Donc, quand vous les scannez, après, vous pouvez les renommer. Et du coup, si dans vos tableaux de suivi, vous pouvez mettre le nom de la pièce jointe, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous vous retrouvez assez facilement. Et même pour le bailleur, quand vous envoyez les pièces, c'est beaucoup plus simple pour lui de checker si la pièce correspond bien à la somme et à la ligne. Vous pouvez mettre dans votre tableau, en quatrième colonne, j'ai mis si cette pièce est numérisée ou non. Et ensuite, vous mettez la ligne relative à votre projet. Donc, par exemple, si on part du principe que la ligne 2, c'est les activités. Ensuite, vous avez des sous-lignes. 2.1, c'est le transport. 2.3, la restauration. 2.4, la communication, etc.
Donc là, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu un exemple de budget que vous pouvez mettre en place assez facilement avec un tableau simple qui vous permet de suivre vos pièces justificatives et vos montants. Donc ça peut être par exemple un onglet qui est, si vous créez un Excel pour suivre votre budget, ça peut être un deuxième onglet dans cet Excel pour suivre vos pièces justificatives. Comme ça, quand vous envoyez le suivi de budget à votre bailleur, il a le suivi de votre budget et dans l'onglet après, il peut dire ah bah ok, le justificatif qui est nommé de cette manière, il est numérisé et je vais le retrouver dans ce dossier par exemple. Après, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas où vous êtes en cofinancement, il y a des coûts qui seront partagés. Donc pareil, par exemple, là je vous donne un exemple, les dépenses liées aux événements et à la restauration de mon projet sont cofinancées à hauteur de 30% par l'Agence française de développement. Ça, comme je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure avec le cofinancement, c'est décidé au moment du contrat, ou alors c'est un montant fixe. On a vu l'exemple. Donc, par exemple, si on reprend toujours notre même tableau, on peut rajouter encore une autre colonne dans ce suivi des justificatifs et des dépenses qui s'appelle imputation du montant. Et là, par exemple, bah, là, ça nous le dit dans l'exemple précis que tout ce qui est lié aux événements et à la restauration, c'est financé à 30%. Donc là, j'ai 689 € de facture de déjeuner pour le lancement de notre événement. J'ai ma pièce qui est numérisée et qui est scannée, qui s'appelle facture déjeuner lancement USD. Et dans mon imputation montant, je sais que je vais avoir 482 € qui va être élevé, entre guillemets, ou qui va être budgétisé sur mon premier bailleur. Et mon bailleur B, qui est l'AFD, l'Agence française de développement, qui va couvrir du coup 206 € de cette dépense. Est-ce que c'est clair pour cet exemple? Vous voyez un peu la logique de suivi des pièces et en même temps suivi sur une somme, combien va être dédié à un bailleur et combien va être dédié à un autre bailleur si vous avez deux bailleurs ou même trois bailleurs, hein. Moi, sur notre projet, on a 4 bailleurs différents, ce qui facilite pas franchement les choses et on est très reconnaissant parce que ça nous permet d'avoir un montant assez important pour notre budget, enfin pour notre projet. Mais en revanche, plus on a des bailleurs, plus on a des justificatifs, plus on a des rapports à fournir. Donc, est-ce que c'est clair sur ça ou quelqu'un a une question? Ça a l'air clair, ok. Top. Ben, on va passer à la prochaine. Et du coup, la prochaine, bah, ça rejoint un peu la question. Alors désolé, je me rappelle plus du prénom, la personne qui avait posé les trois questions. L'actualisation budgétaire, elle est faite pour ça. Elle est faite pour justement montrer les imprévus. Donc, en gros, vous allez construire votre budget en amont du projet. Quand vous déposez un budget qu'il est validé par votre bailleur, on est d'accord que là, vous êtes dans la phase de planification, donc vous n'avez pas commencé vos activités, à part si vous redéposez le même projet, par exemple. Et du coup, il y a forcément des écarts qui vont se créer entre le prévisionnel, donc ce que vous avez déposé, et puis les dépenses réelles. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de suivre son budget de façon régulière et que ça permet de garder le cap. Donc, comme je l'ai déjà dit, du coup, dans ce cas-là, vous allez, votre bailleur peut vous demander une actualisation de budget, ou c'est même quelque chose que vous pouvez faire vous à 3 mois, 6 mois, 1 an, si vous êtes sur un long projet. Nous, par exemple, sur notre projet, on fait des actualisations de budget tous les 6 mois. Donc, on a 2 actualisations de budget par an. Donc, une actualisation, comment ça marche? Ça marche en 5 étapes. En gros, on va prendre le budget initial. Vous allez reprendre votre budget initial que vous avez déposé au début. Ensuite, vous allez comparer avec les dépenses et les recettes réelles que vous avez eues à date. Donc, c'est surtout les dépenses. Donc, par exemple, votre projet a commencé en janvier, vous êtes en juin. Et combien vous avez dépensé et à combien de pourcents ça correspond. Par exemple, votre budget était de 100 000 €. Si à juin, vous êtes à 10 000 €, vous vous dites que là, bon, vous êtes en sous-consommation, donc peut-être que vous allez devoir revoir votre budget et l'actualiser à la baisse.
Ou alors, vous allez justifier pourquoi vous n'avez pas autant dépensé. Donc, vous identifiez les écarts sur chaque ligne. Donc, par exemple, les lignes RH, souvent, sont des lignes qui sont 100% consommées parce que vous allez avoir un RH qui est là sur tout le long du projet. Mais par exemple, sur les activités, imaginons que vous deviez faire 10 formations, puis au final, vous en faites que 9 ou que 8, vous allez avoir forcément un budget qui est un peu plus bas. Une fois que vous avez identifié vos plus et vos moins, on verra un exemple juste après, vous revoyez vos hypothèses, vous adaptez vos prévisions selon vos nouvelles données. Donc, pourquoi vous avez un écart? Est-ce qu'il y a une inflation? Est-ce qu'il y a eu un retard? Est-ce qu'il y a une non-faisabilité? Et ensuite, vous ajustez les postes budgétaires et vous les réaffectez pour les réduire à certains postes de dépenses, quoi. Euh, et ensuite, au moment où votre bailleur vous demande, vous validez avec lui ce nouveau budget. Et du coup, ce nouveau budget sera sûrement en fait le budget que vous allez utiliser jusqu'à la fin de votre projet. Je vais vous donner un exemple là tout de suite pour que ça soit un peu plus clair. Toujours, on garde le même poste. Donc là, on a un poste de restauration, poste de dépense, hein, poste de transport, poste de communication, poste divers. Donc, en colonne 2, j'ai mon budget prévu en euros. Donc, vous voyez 10 000, 25 000, 5 000, 2 000. En tout, j'ai 42 000. En colonne 3, vous avez ce que vous avez dépensé. Donc, imaginons que là, on arrive à la fin du projet, vous avez dépensé tout ça. Donc là, vous êtes en surconsommation. Vous avez dépensé 43 500 euros au lieu de 42 000. Donc ça fait des écarts. Il y a des écarts sur chaque ligne. Par exemple, pour la restauration, plus 1200. Pour le transport, vous avez sous-consommé, moins 500. Pour la communication, plus 1000. Et des achats divers, 200, moins 200. Et l'important, c'est juste de savoir le justifier. Donc, la restauration, vous avez surdépensé. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous aviez fait des demandes de devis et au final, ces devis se sont retrouvés plus haut que ce qu'il était. Donc, il y a une augmentation qui est due à la hausse des prix, à une inflation. Ok, donc ça, vous le justifiez de cette façon. Euh, la communication, vous avez aussi surdépensé. Et là, c'est à cause d'une campagne supplémentaire que vous avez fait pour mettre en avant les jeunes, qui n'était pas prévue. Et du coup, vous avez surconsommé cette ligne. Au niveau des transports, vous avez un déplacement dans le sud de la Tunisie, imaginons votre projet en Tunisie, qui a été annulé. Du coup, vous avez économisé, vous avez sous-consommé 500 euros par rapport à votre projet qui était initialement prévu. Et divers, c'est des estimations de ce qui a été dépensé. Donc là, vous êtes dans les clous. Bon, vous n'avez pas, normalement, vous avez moins à justifier. En gros, je vous conseille de justifier si vous dépassez votre budget ou si vous êtes en très sous-consommation. Si vous êtes à 200 euros de moins, 500 euros de moins, normalement, vous n'avez pas forcément besoin de justifier parce que c'est juste la façon dont ça s'est fait, des imprévus ou quoi que ce soit. Et après, voilà, donc de toute façon, vous allez voir avec votre bailleur. Ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous pensez que vous allez trop dépenser, je vous conseille de prévenir votre bailleur avant pour voir si c'est OK pour lui et de lui dire, voilà, je pense que par exemple pour la communication, on va devoir faire une campagne en plus. Est-ce que c'est OK si on ajoute 1 000 euros sur cette ligne et qu'on réduit par exemple 1 000 euros sur une autre ligne? Il va vous dire oui, il va vous dire non. Voilà, vous avez différentes manières de faire. Je sais qu'il y a des procédures qui se font. Nous, par exemple, sur notre projet, on va dire, surconsommer à hauteur de 15-20%. Et si ça dépasse plus de 15%, on doit justifier. Donc, c'est-à-dire qu'on peut un peu jauger sur les lignes. Voilà, si on voit qu'on a besoin de plus d'argent, par exemple, pour nos déplacements, on peut prendre cet argent de la communication qu'on ne va pas utiliser en entier et le mettre sur la partie transport. Voilà. Mais ça dépend des bailleurs, c'est à justifier en amont et toujours dans cet esprit de communication. De toute façon, voilà, sur votre projet, vous allez être amené quasi de façon, je pense, de toutes les semaines ou au moins une fois par mois à communiquer avec les personnes qui vous donnent cet argent. Est-ce que c'est clair
sur l'actualisation, qui est une étape importante et qui permet voilà, de suivre toute cette partie, quoi. Ça a l'air clair pour les gens. N'hésitez pas à mettre dans le chat si jamais. Est-ce que quelqu'un a levé la main? J'ai pas vu. Si quelqu'un a levé la main, vous pouvez prendre la parole. J'arrive pas à voir. Oui, merci beaucoup pour l'octroi des verbes. Ce que moi, je voulais intervenir, c'est par rapport à l'actualisation budgétaire. Mais s'il paraît que vous avez actualisé les budgets, mais vous montrez au bailleur, il refuse, il résilie les contrats. Comment ça peut alors se passer? Alors, je pense que merci pour la question. Je pense que le bailleur va pas résilier le contrat comme ça. Je pense que c'est, comme je l'ai dit, c'est que la partie actualisation budgétaire, c'est à voir au début, en amont du projet, pour être sûr de quelles sont les conditions. Voilà. Est-ce que vous pouvez dépasser? Est-ce que vous pouvez pas dépasser? Est-ce que vous pouvez changer un peu les montants des lignes? Normalement, les bailleurs, je sais que nous, on est assez, sur les associations qu'on finance, on est assez flexible. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Le bailleur, par contre, peut vous demander de voilà, vraiment justifier si vous avez des gros changements de budget sur certaines lignes. Donc, en fait, je pense que le plus simple, c'est de voir avant de faire ces changements, c'est de voir directement avec le bailleur pour pas arriver au moment où le bailleur vous dit bah non en fait là vous avez trop dépensé d'argent sur cette ligne et en fait c'est pas possible pour nous, on s'est pas mis d'accord sur ça. Alors que si vous envoyez un mail à votre bailleur en disant bah là on a l'opportunité de faire cette activité, ça va nous coûter 1500 € de plus sur cette ligne, est-ce qu'on peut le prendre sur la communication par exemple? Bah là vous aurez tout de suite un oui ou un non et au moins vous saurez à quoi vous en tenir. Comme le dit dans le chat, là, Daoulata, c'est le plus important, c'est de communiquer avec les bailleurs, hein. Il n'y a pas de. Voilà, ça reste des êtres humains. Nous, on est toujours présents pour les associations qu'on finance. Et voilà, la communication, elle se fait comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Mais un prédécesseur l'a aussi dit par rapport aux imprévus. On peut actualiser par rapport aux imprévus, mais nous sommes à mi-parcours du projet. Et dès lors que nous actualisons, ça va créer encore des problèmes parce que les imprévus ne manquent pas. Oui. Oui, ça, c'est à prendre en compte. Après, on va dire que l'actualisation, c'est aussi un moyen d'avoir un budget pour la deuxième partie, donc après l'actualisation, qui est plus réaliste parce que normalement, quand vous êtes à moitié du projet, vous voyez un peu qu'est-ce que vous avez fait et ce que vous allez faire surtout. Donc vous savez à peu près les activités que vous allez mettre en place. Après, ça n'empêche pas qu'il va y avoir des imprévus sur la deuxième partie. Mais voilà, comme je le disais, je pense que l'important, c'est de ne pas énormément surconsommer sur certaines lignes. Si votre bailleur vous dit vous consommez pas vous surconsommez pas plus de 10% sans nous prévenir, bah vous le faites pas. Et sinon, vous discutez avec votre bailleur tout au long du projet, hein. C'est pas forcément au début et à 6 mois qu'il faut discuter. C'est vraiment dès que vous voyez que vous allez avoir des gros changements, etc. Vraiment, je suis très flatté. Et aussi, je m'excuse pour que vous puissiez éclaircir si une ambiguïté que j'ai par rapport aux pièces justificatives. Et il est vrai que nous avions déjà toutes les pièces justificatives. Alors, nous attendons au moment opportun où les bailleurs doivent demander ces pièces ou d'un coup, quand nous allons numériser, on va directement lui envoyer. Alors, pareil, ça dépend des bailleurs. Bah ça, c'est sur la slide juste après, mais par exemple, nous, sur notre projet, on va demander les pièces justificatives à moitié du projet. Donc, on va demander un rapport intermédiaire narratif, donc un Word, un document texte qui va expliquer où vous en êtes dans votre projet, ce que vous avez fait, et on va demander le budget actualisé avec toutes les pièces. Et ensuite, on va le redemander
à la fin du projet. Donc nous, on le demande 2 fois. Voilà. Mais ça, je sais encore une fois que ça dépend des bailleurs. Il y a des bailleurs qui demandent des rapports tous les 3 mois, il y a des bailleurs qui demandent des bailleurs qu'à la fin du projet, enfin des rapports pardon, qu'à la fin du projet. Donc voilà. Encore une fois, à voir, toutes les situations sont différentes. Mais voilà, encore une fois, Merci beaucoup. j'insiste. Oui, bah, de Merci rien. beaucoup. Je suis stupéfait. Je suis très content. Bah, merci à vous. J'insiste voilà, sur le fait que du coup, le plus important pour éviter ça, c'est de suivre de façon régulière. Voilà, donc là, ça répond, c'est un peu un complément à votre réponse encore. Euh, Là, j'ai mis à la fin la partie reporting, il faut préparer les rapports financiers qui sont demandés en respectant les formats, etc. Souvent, votre bailleur, il va vous donner des templates, des formats de rapports à remplir. Par exemple, pour le budget, il va vous envoyer un tableau, il va vous dire bah, merci de rentrer toutes vos dépenses là-dessus et puis de nous envoyer les pièces justificatives. Il peut faire pareil pour les documents Word. Voilà, donc dans tous les cas, il faut respecter les formats qui sont envoyés par les bailleurs. Même si c'est pas votre format actuel, ça répond aussi à l'autre question. Vous devez vous plier aux exigences des bailleurs et remplir votre tableau en fonction de comment ça a été déposé. Mais normalement, si vous travaillez avec un seul bailleur et que vous êtes mis d'accord sur un budget, lors du reporting, quand il va vous demander des comptes, donc que ça soit à 3 mois, 6 mois, 1 an, normalement, vous allez pouvoir lui envoyer votre tableau que vous avez initialement préparé et vous allez pouvoir l'envoyer en fait actualisé, quoi. Voilà, donc par exemple, nous, on demande un budget mis à jour. Il y a certains bailleurs qui vont pouvoir demander enfin, qui vont vous demander un template spécifique à remplir, qui vont vous demander des indicateurs, par exemple, combien même dans la partie budgétaire qui vont être là, bah, combien par exemple, je sais pas, de jeunes agriculteurs vous avez accompagné jusqu'à maintenant. Enfin voilà, tout ça, faut bien le garder en tête. Et on arrive déjà à la fin de la formation. Donc, je prends de petites dernières questions s'il y en a qui en ont. Sinon, euh, oui, bah allez-y, ceux qui veulent prendre la parole, François. Merci pour la énième fois de l'octroi du verbe. Je voulais intervenir par rapport au reporting financier. Donc, Oui, on doit faire les rapports financiers à mi-parcours, à la fin, ou bien c'est comment? ça dépend, encore une fois. Moi, je vous le dis, nous, dans notre association, on le fait à mi-parcours et à la fin. Hmm. Mais c'est possible qu'un autre bailleur vous dise juste, bah, on fait un document partagé et tous les mois, vous mettez à jour vos chiffres, par exemple. Ça dépend vraiment de chaque bailleur. C'est pour ça, là, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il faut vraiment que vous disiez que peu importe le bailleur, il va vous demander quelque chose de spécifique et il va falloir que vous vous adaptiez à sa façon de faire. Mais normalement, enfin de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, souvent c'est à mi-projet et à la fin du projet. Merci beaucoup. Parce que par exemple, nous, sur le JMEN, notre appel à projet, on demande à mi-parcours et une fois qu'on a validé tout ce qui a été envoyé à mi-parcours, on envoie l'argent aux associations, la deuxième part de l'argent. En fait, les associations, elles vont recevoir 85% au début du projet. Et pour recevoir la deuxième tranche, donc les 15% restantes, faut que ces associations nous envoient un rapport et financier et un rapport narratif. Mais je sais qu'il y a certains bailleurs qui vont, par exemple, vous envoyer 50% au début du projet et 50% à la fin du projet. Donc, si vous n'avez pas tous vos justificatifs, etc., ça peut aussi retarder le paiement. Donc, voilà, ça aussi, c'est à garder en tête.
Merci beaucoup, je suis flatté. Merci à vous. Oui, Régis, allez-y. Et merci beaucoup. En fait, j'ai juste, vous permettez que je puisse revenir sur un aspect lié, par exemple, aux procédures de recrutement ou de consultation restreinte. Voilà, peut-être pour le choix d'un prestataire, peut-être qu'on veut faire la restauration pour une formation, on fait le paiement de salle ou recruter un consultant. Et je ne sais pas si la procédure en vigueur à votre niveau, c'est euh, le mieux disant, le recrutement du mieux disant ou du moins disant. Comment ça se passe? Pour les formateurs ou pour la restauration. Alors nous, nous, à notre niveau, hein, là je vais parler uniquement pour moi. Nous, on va demander plusieurs devis de prestataires quand la somme elle est très importante. Donc, par exemple, plus de 2 000 euros. Enfin plus de 1 500 euros, pardon. Sinon, on ne demande pas, on demande juste un devis et une facture. Euh, mais pareil, ça, vous pouvez justifier. Par exemple, si vous avez reçu deux devis pour un prestataire, et par exemple que vous voulez... Donc, bah, logiquement, on se dit, si on a reçu deux devis, qu'on va choisir le moins cher. Jusque-là, c'est un peu la logique. Mais si vous voulez choisir celui qui est un peu plus cher, mais par contre, vous savez que c'est quelqu'un que vous connaissez, qu'il a une très bonne réputation. Par exemple, je prends l'exemple d'un restaurant, et que c'est très bon et que c'est très proche du lieu de formation, bah en fait, c'est justifiable aussi, vous voyez. En fait, je pense que tout est justifiable. Nous, ça nous arrive de choisir des prestataires qui sont plus chers, mais juste on le justifie auprès de notre bailleur avec un compte rendu en disant bah, on a reçu un devis de tant d'euros, on a reçu un devis de tant d'euros et un devis de tant d'euros, et on choisit celui-là. C'est pas le moins cher, mais il a déjà travaillé avec nous, genre on lui fait confiance, il a beaucoup d'expérience dans le domaine, etc. Voilà. Donc ça dépend des. Ça dépend. C'est bien clair. Je suis convaincu. Ok, très bien. Et puis je vois une question de Daoulata et on va se laisser là-dessus. Est-ce que vous pouvez partager le lien qui vous permet de voir vos appels à projets? Oui, nous on n'a qu'un appel à projet. Là on a sélectionné les lauréats pour cette année, donc ça sera pour l'année prochaine. On a peu de pays qui sont éligibles, mais je le partage quand même au cas où il y a des personnes qui viennent du Maroc ou de la Mauritanie ou de Tunisie. Donc je le partage à l'instant dans le chat. Les pays concernés, c'est la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et le Liban. Donc si vous faites partie d'un de ces pays, vous pouvez postuler l'année prochaine à cet appel à projet. C'est 15 000 euros pour un projet d'environ 1 an. Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais, vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter mes collègues. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été interactif, d'avoir posé des questions. C'était super pour moi aussi. Je pense que vous recevrez la confirmation, enfin la présentation, pardon, par quelqu'un de chez Yes Africa. Voilà, donc en tout cas, bonne journée à tous et merci d'avoir été présent. Merci Lucas, très belle présentation. Merci aussi, merci à vous autant. Merci, à bientôt.